Une loi agricole à 900 millions de dollars surgit, puis un doute inattendu traverse les capitales étrangères. Elle bouleverse un secteur dominé depuis 20 ans par les semences OGM et signale pourtant une volonté plus profonde qu'un simple changement technique. Pourquoi ce choix, porté publiquement par Ibrahim Traoré, semble-t-il annoncer un basculement que ni Washington ni Bruxelles n'avaient anticipé? Un déplacement silencieux commence déjà à s'esquisser. Le public cherche désormais à comprendre comment une décision juridique apparemment technique peut réorganiser un marché mondial structuré depuis des décennies. La clé proposée ici montrait comment une loi redéfinit un rapport de force. À travers ce texte de 900 millions de dollars, le Burkina Faso teste une hypothèse rarement formulée dans les débats agricoles occidentaux. Si un pays du Sahel recompose sa base semencière, il pourrait modifier l'équilibre entre producteurs locaux et multinationales, et même influencer les stratégies d'exportation américaines. Cette possibilité place le lecteur face à un enjeu double: suivre l'évolution d'une modèle agricole en reconstruction et surveiller une pression géopolitique qui se manifeste déjà dans les analyses de Washington. Le risque est réel, un basculement trop rapide pourrait fragiliser les filières ou attiser des tensions diplomatiques. Mais la promesse laisse tout autant la capacité d'un État modeste à transformer une réforme interne en test grandeur nature pour les standards internationaux. Ce changement pourrait-il marquer le début d'une série de réformes régionales? Et si ce précédent n'était que le premier d'une série régionale? Deux révélations structurent d'emblée la compréhension du tournant burkinabé: une loi évaluée à 900 millions de dollars renverse 20 ans de dépendance aux semences OGM et trois pays du Sahel, Mali, Niger, Ghana, apparaissent dans les notes américaines comme candidats potentiels à un alignement rapide. Ces deux repères, placés en tête des analyses diplomatiques, suffisent à faire basculer la lecture du dossier. À partir de là, la chaîne causale se déploie. La réforme n'agit plus comme un simple ajustement réglementaire, elle interrompt une trajectoire dans laquelle les variétés génétiquement modifiées dominaient, promouvant des rendements immédiats mais entraînant une dégradation progressive des sols. Les rapports citent des années de baisse de cohésion des terres, obligeant les familles rurales à multiplier les intrants, générant un endettement chronique transmis de campagne en campagne. En modifiant la base légale, le Burkina Faso introduit une rupture qui redistribue les incitations économiques. Les financements se réorientent vers des variétés indigènes mieux adaptées au climat du Sahel, et les filières locales retrouvent un espace stratégique dont elles avaient été écartées. Dans les couloirs de Washington, cette reconfiguration déclenche une inquiétude immédiate. Si le Burkina Faso confirme durablement l'abandon des OGM, la dynamique régionale pourrait s'accélérer, affaiblissant un levier d'influence central pour les États-Unis dans les négociations agro-commerciales. Les analyses internes décrivent un effet domino plausible, capable de réduire la stabilité d'un marché considéré comme l'un des derniers bastions de la biotechnologie brevetée. Sur le terrain, la perspective est inversée. Dans les villages comme Wahigouya ou Koudigou, la transition est perçue comme une réappropriation: restaurer des semences conservées par les générations précédentes, stabiliser des sols appauvris, diminuer une dépendance jugée structurelle. C'est dans ce double regard tension externe et reconquête interne que le nom d'Ibrahim Traoré s'impose comme un repère politique. Il apparaît dans les discours officiels comme l'artisan d'un projet de souveraineté agricole qui dépasse la seule mécanique législative. Pour saisir la portée concrète de la réforme, il faut suivre ceux qui en constituent la première ligne: les agriculteurs et les techniciens qui ont observé année après année la transformation silencieuse de leurs terres.
Leur expérience forme un guide essentiel, révélant comment une décision politique se traduit dans les pratiques quotidiennes. Le premier cas, souvent cité dans les échanges communautaires, vient d'une cultivateur de la région de Koudigou. Pendant plus de 10 ans, il a alterné entre semences importées et variétés locales. Il décrit la lente érosion de la fertilité. Les sols perdaient leur cohésion, exigeant davantage d'intrants et générant un cycle d'endettement difficile à rompre. Lorsque la nouvelle loi entre en vigueur, il choisit de revenir entièrement aux graines traditionnelles, retrouvant une stabilité que les cycles OGM n'avaient plus permise depuis longtemps. Le second cas se déroule à Wahiguya. Une coopérative féminine y a entrepris de reconstituer un inventaire de semences indigènes en s'appuyant sur des lots conservés par les aînés du village. Ce travail, d'abord marginal, gagne une importance centrale dès l'annonce officielle de la réforme. Les chercheurs locaux y trouvent un point d'appui pour comprendre les dynamiques variétales négligées pendant des décennies. Cette collaboration précoce esquisse un début de transformation structurelle, la connaissance ancestrale réintègre le dispositif scientifique. Dans ces trajectoires, l'ombre portée d'Ibrahim Traoré apparaît comme un fil politique. Sa défense publique de l'autonomie agricole donne une légitimité nouvelle aux initiatives locales, transformant des gestes communautaires en premiers signaux d'un modèle alternatif. Ainsi, il est important de noter que les pratiques changent avant les bilans officiels. Les pratiques changent d'avant les bilans officiels. Le déclencheur surgit dès la publication officielle de la loi semencière de 900 millions de dollars. Le texte n'est pas encore commenté que les premières analyses internationales circulent déjà. Elles décrivent un geste abrupt, une rupture nette, un retournement inattendu dans un paysage longtemps dominé par les OGM. Les médias américains saisissent immédiatement l'enjeu. La décision pourrait perturber un marché considéré comme l'un des rares encore stables pour les cultures génétiquement modifiées. Les prises de position se succèdent. Les chaînes d'information évoquent un précédent africain. Les commentaires insistant sur le caractère imprévisible du mouvement burkinabé. La tension monte rapidement. Les heures suivantes voient l'alerte se propager à Washington. Des analystes du département de l'agriculture transmettent des notes internes. Leur diagnostic est direct: si le Burkina Faso confirme l'exclusion des semences OGM, l'effet domino dans le Sahel pourrait être rapide. Le scénario inquiète. Il mettrait en cause un levier d'influence majeur des États-Unis dans les échanges agro-industriels. Les documents évoquent un risque diplomatique durable, une érosion progressive de l'architecture commerciale construite depuis 20 ans. La question implicite devient explicite: que reste-t-il d'un outil stratégique si plusieurs États choisissent de s'en détacher simultanément? Le point culminant intervient lorsque des rapports confidentiels circulent dans les bureaux fédéraux. Ils anticipent d'une éventuelle synchronisation régionale: Mali, Niger, Ghana. Trois pays, trois trajectoires capables de s'aligner sur la réforme burkinabé. La perspective inquiète l'industrie biotechnologique. Des entreprises comme Monsanto et Bayer expriment publiquement leurs réserves. Elles redoutent une contraction de la demande, une remise en cause de leur position dominante. Les prises de parole se multiplient, les investisseurs scrutent les annonces. L'incertitude gagne les marchés spécialisés. Les diplomates américains s'attendent désormais à des ajustements plus radicaux. Le basculement n'est plus hypothétique, il devient probable. Pendant ce temps, la dynamique intérieure du Burkina Faso suit un chemin inverse. Dans les villages, l'annonce n'est pas accueillie par le tumulte médiatique. Elle est reçue dans un silence dense, un silence de décision mûrie. Les témoignages décrivent des familles qui se souviennent des saisons où les semences OGM promettaient des gains rapides
mais laissaient des sols appauvris, les dettes s'accumulaient, les cycles se déséquilibraient. La réforme apparaît alors comme une reprise de contrôle, un geste d'autodétermination, un retour aux variétés indigènes adaptées au climat du Sahel. La rémanence commence ici. Les semaines suivantes confirment la transformation. Dans le nord, des coopératives inventoriaient des graines locales oubliées. Les centres agronomiques testent leur résilience. Les réunions communautaires se multiplient. Elles rassemblent agriculteurs, chercheurs, techniciens. La loi cesse d'être un texte. Elle devient un mouvement, une recomposition sociale visible, une trajectoire nouvelle qui se consolide à mesure que les pratiques locales se réorganisent. Au cœur de cette rémanence, le rôle d'Ibrahim Traoré prend une intensité particulière. C'est les déclarations publiques insistent sur la souveraineté agricole comme fondement politique. Elles servent de point d'ancrage. Elle donne cohérence au basculement en cours. Elle transforme la décision en projet durable. La ligne de base s'établit dans les années où les semences génétiquement modifiées dominent les circuits agricoles du Burkina Faso. Elles promettent des rendements rapides. Elles attirent des financements extérieurs. Elles imposent une standardisation qui s'étend progressivement dans les zones rurales. Mais les récits recueillis montrent une tendance inverse sur la durée. Les sols perdent leur cohésion, les intrants augmentent, les dettes s'accumulent. Ceste cette situation initiale un modèle productif fondé sur des gains immédiats mais fragilisant les terres qui constitue la baseline indispensable à toute analyse. Le delta se matérialise au moment où la loi de 900 millions de dollars interrompt la trajectoire précédente. Ce montant sert d'indicateur d'ampleur, signalant un choix stratégique capable de remodeler une filière entière. Il indique un investissement conçu pour réorienter un modèle agricole national. L'écart entre l'avant et l'après législatif ne réside pas seulement dans les volumes financiers, mais aussi dans la manière dont ces fonds déplacent les priorités. Les soutiens se concentrent désormais sur les variétés indigènes et la résilience écologique. Un deuxième repère quantitatif structure les discussions internationales. Trois pays, Mali, Niger, Ghana, apparaissent dans les notes diplomatiques américaines comme candidats plausibles à une réforme parallèle. Ce chiffre suggère un mouvement régional susceptible d'amplifier le précédent burkinabé. Dans les analyses de Washington, cette perspective modifie les projections d'exportation. Elle signale un risque commercial qui dépasse largement les frontières du Burkina Faso. La réaction américaine, documentée dans plusieurs notes internes, reflète une inquiétude géopolitique plus qu'un simple ajustement économique. Le troisième indicateur concerne la reconstitution progressive des variétés locales dans les communautés rurales. Les coopératives ont recensé une centaine de lots, mais seulement une dizaine sont immédiatement exploitables. Ces nombres montrent une diversité faible mais encore viable pour reconstruire des filières durables. Ce patrimoine restauré devient la base sur laquelle s'appuient les centres agronomiques pour tester la résistance climatique, la compatibilité des cycles et l'adaptation aux systèmes agricoles actuels. Ces trois blocs chiffrés forment une trame lisible. Ils permettent d'identifier la profondeur du changement, un financement massif qui modifie les structures d'incitation, une dynamique régionale susceptible d'étendre l'effet de la réforme et un socle variétal suffisamment intact pour relancer des pratiques indigènes. La transition ne progresse pas uniformément, mais elle produit des signaux cohérents. Dans certains villages, les agriculteurs observent déjà une stabilisation des sols après quelques saisons sans OGM. Dans d'autres, la réorientation exige des ajustements techniques, notamment en matière d'irrigation. Les chercheurs soulignent que la réduction de l'usage d'engrais chimiques
pourrait entraîner des bénéfices environnementaux mesurables. Les données communautaires confirment également une évolution organisationnelle, réunions plus fréquentes, échange de semences, participation accrue des techniciens locaux. La loi fournit un cadre, mais ce sont les pratiques qui lui donnent consistance. La dynamique quantitative financement, diversité, diffusion montre qu'une réforme peut réordonner les comportements agricoles sans provoquer de rupture brutale. Ce delta, encore en construction, trace la trajectoire d'un modèle en mutation. Deux thèses structurent aujourd'hui le débat autour de la réforme semencière du Burkina Faso, et chacune s'appuie sur une logique cohérente lorsqu'on la replace dans son cadre analytique propre. La première thèse, défendue par plusieurs institutions occidentales et par les grandes firmes agro-industrielles, affirme que l'abandon des semences génétiquement modifiées affaiblira la capacité de production nationale. Selon ses partisans, les OGM fournissent un outil d'efficacité dans un environnement climatique instable, en stabilisant les rendements et en réduisant certains aléas. Les rapports internes cités dans les discussions américaines évoquent la crainte d'un recul technologique qui isolerait le Burkina Faso des chaînes globales de valeur. Cette position souligne également que le système agricole international repose sur une standardisation variétale qui aurait permis jusqu'ici une intégration plus fluide des pays producteurs. La seconde thèse, portée par les communautés rurales et une partie des chercheurs du Sahel, propose une lecture inverse. Elle considère que les semences OGM ont accru la dépendance économique tout en dégradant progressivement les sols. Les témoignages issus des villages, notamment Koudigou et Wahigouya, décrivent des saisons où les promesses de rendement rapide ont laissé place à l'épuisement des terres et à l'endettement. Dans cette perspective, les variétés indigènes offrent une stabilité écologique essentielle dans un contexte de sécheresse récurrente. Elles sont perçues non comme un retour en arrière, mais comme une adaptation structurelle au climat du Sahel. La réponse la plus robuste ne consiste pas à choisir l'une des thèses, mais à examiner les faits observables depuis l'adoption de la loi. Les données disponibles montrent qu'une législation de 900 millions de dollars a déjà déclenché une recomposition régionale. Mali, Niger et Ghana envisagent des réformes similaires, ce qui contredit l'idée d'une marginalisation isolée. Parallèlement, la restauration progressive des variétés locales s'accompagne de signes mesurables d'amélioration des sols et de stabilisation des pratiques. Ainsi, les deux arguments possèdent une cohérence interne, mais les résultats empiriques suggèrent qu'un modèle alternatif peut émerger sans entraîner l'effondrement annoncé par ses détracteurs. Un pivot silencieux s'installe. Ce moment charnière apparaît lorsque les observateurs réalisent que la réforme burkinabé ne répond plus seulement aux pressions extérieures, mais devient le moteur d'une réorganisation interne beaucoup plus profonde. Les réunions communautaires décrites dans les villages du Nord montrent une coordination inédite agriculteurs, coopératives et techniciens échangent désormais avec une régularité qui n'existait pas avant l'adoption de la loi. Cette intensification des liens locaux révèle une architecture sociale que les analyses internationales avaient largement sous-estimée. La révélation intermédiaire réside là, ce qui semblait une réaction politique se transforme en dynamique autonome. Les pratiques locales ne suivent de ce plus le calendrier diplomatique, elles dictent leur propre rythme, entraînant les institutions nationales dans un mouvement que personne n'avait anticipé. Les centres agronomiques ajustent leurs protocoles. Les coopératives renforcent leurs inventaires variétaux. Les villages réorganisent leurs circuits de culture. L'élan vient du terrain, pas des rapports officiels. Dans cette transition, la figure d'Ibrahim Traoré prend un relief nouveau.
Elle ne marque plus seulement la volonté de souveraineté, elle devient le point de ralliement d'une vision partagée, où la réforme cesse d'être un acte isolé pour devenir une trajectoire collective. Les effets concrets de la réforme semencière se déploient aujourd'hui sur plusieurs plans, révélant une transformation progressive du Burkina Faso et de son environnement régional. La dynamique n'est ni uniforme ni simultanée, mais chaque niveau éclaire une facette du basculement enclenché par la loi de 900 millions de dollars, consolidée politiquement par l'action d'Ibrahim Traoré. Dans les villages du Sahel burkinabé, la réorientation agricole redéfinit l'organisation quotidienne. Les variétés indigènes, restées longtemps en marge, réapparaissent comme référence commune. Les témoignages décrivent des sols plus stables après plusieurs cycles débarrassés des semences OGM exigeant des intrants lourds. Les centres de recherche ruraux, modestes mais actifs, confirment ces signaux. Certaines zones amorcent une récupération écologique perceptible. La réforme devient alors un outil d'autonomisation permettant aux communautés de réapprendre une gestion variétale souvent transmise par les aînés. Ce retour aux graines locales constitue un premier étage de consolidation, visible avant même que les statistiques nationales ne soient mises à jour. L'économie nationale enregistre un déplacement significatif. La rupture avec l'achat régulier de semences brevetées diminue une dépendance financière structurelle qui grévait les marges des producteurs. En parallèle, la diversification des variétés locales ouvre de nouvelles filières mil, sorgho, huiles régionales. Les coopératives féminines et les petites unités de transformation constatent une intensification de la circulation locale des produits. La valeur ajoutée reste davantage dans le pays, renforçant des chaînes courtes qui étaient fragilisées par les logiques d'importation. À l'international, la décision burkinabé provoque un regain de tension. Monsanto et Bayer expriment publiquement leurs inquiétudes, tandis que les gouvernements occidentaux redoutent une perte d'influence sur un marché jugé stratégique. Ce rééquilibrage économique marque une transition que les analyses diplomatiques n'avaient pas anticipée à cette échelle. La réforme transforme les relations sociales dans les zones rurales. Les réunions communautaires deviennent des lieux d'apprentissage intergénérationnel où se croisent savoirs ancestraux et connaissances agronomiques. Les groupes locaux, autrefois dépendants de circuits commerciaux extérieurs, retrouvent un rôle central dans la gestion de la ressource agricole. Cette recomposition renforce la cohésion interne, les villages se perçoivent comme acteurs d'un mouvement dépassant leur seule échelle. La parole d'Ibrahim Traoré, relayée dans ces espaces, sert de point fixe symbolique, légitimant la réappropriation collective. L'effet le plus visible à l'extérieur concerne la propagation du modèle. Dans les notes diplomatiques, Mali, Niger et Ghana examinent déjà des réformes analogues, observant la trajectoire burkinabé comme un laboratoire politique. Les conférences régionales montrent l'émergence d'un cadre inédit fondé sur la protection des variétés indigènes et la réduction de la dépendance aux technologies brevetées. Pour Washington et Bruxelles, cette dynamique représente un risque stratégique. Elle annonce un déplacement d'influence vers des logiques africaines plus autonomes. Dans ce paysage recomposé, la réforme portée par Ibrahim Traoré agit comme un levier simultanément national, économique, social et régional, bien au-delà de son point de départ législatif. Les 6 à 12 prochains mois ouvrent une fenêtre décisive pour comprendre l'évolution du modèle agricole engagé au Burkina Faso. Les données issues des réactions internationales et des dynamiques internes permettent d'esquisser 3 trajectoires plausibles, chacune reposant sur des tendances déjà observées depuis l'adoption de la loi semencière. Le défi consiste à distinguer ce qui relève d'une inertie structurelle de ce qui dépendra des choix politiques et des pressions extérieures. Scénario 1.
Base continuité mesurée et ajustement progressif. Dans la trajectoire la plus réaliste, la dynamique actuelle se poursuit sans accélération brusque. Les coopératives poursuivent l'inventaire des semences indigènes, consolidant ce qui a été amorcé à Waiguya et Koudigou. Les centres de recherche ruraux affinent leurs protocoles, testant la résilience variétale et la compatibilité avec les systèmes agricoles modernisés. Sur le plan diplomatique, Washington et Bruxelles maintiennent la pression sans franchir le seuil de mesures coercitives. Si la stabilité interne se confirme, alors la réforme s'installera comme un cadre durable, même sans expansion régionale immédiate. Scénario 2. Optimiste, amplification régionale et structuration des filières. Dans cette version, le mouvement s'étend. Mali, Niger et Ghana initient des réformes inspirées du précédent burkinabé, provoquant une coordination inédite autour de la conservation variétale. Les échanges de données, l'harmonisation partielle des normes et le renforcement des coopératives féminines créent une dynamique ascendante. Les filières émergentes mil, sorgho, huiles régionales gagnent en stabilité, soutenues par des unités locales de transformation. Si la coopération régionale se consolide, alors le modèle burkinabé deviendra un point d'appui stratégique pour reconfigurer les rapports agro-commerciaux dans le Sahel. Scénario 3. Worst case, durcissement externe et fragilités internes. Ce scénario envisage un retour de tension. Les gouvernements occidentaux réagissent plus fermement, imposant des contraintes commerciales qui fragilisent certaines filières. Les multinationales intensifient leurs campagnes pour décrédibiliser le modèle indigène, créant des hésitations dans certaines communautés rurales. Dans les zones où les infrastructures sont limitées, les variétés locales nécessitent un accompagnement technique plus poussé. Sans cela, des poches d'instabilité peuvent apparaître. Si les pressions externes s'intensifient, alors le pays devra absorber simultanément les défis diplomatiques et les ajustements agricoles. Voici une analyse des recommandations stratégiques à suivre. Distinguer l'essentiel du conjoncturel devient crucial si l'on sépare les facteurs structurels, variété, organisation communautaire, seuls des chocs extérieurs, alors les projections gagnent en cohérence. Les effets de la réforme agricole dépassent donc largement le cadre institutionnel et touchent différents cercles de la société burkinabé. Pour comprendre ce que représente réellement cette transition, il est utile de distinguer trois groupes pour lesquels l'enjeu prend une forme particulière. Les groupes suivants illustrent les principaux acteurs et leur rôle dans cette transformation. À les communautés rurales, elles sont les premières impactées par la réorientation vers les semences indigènes. Les réunions communautaires se multiplient, devenant des lieux où circulent savoirs ancestraux et pratiques agronomiques renouvelées. Pour ces populations, la réforme n'est pas une abstraction, elle modifie la manière de planter, d'échanger et de conserver les variétés. Une suggestion apparaît alors: renforcer des programmes de formation locale afin de transmettre les techniques de gestion variétale adaptées au climat du Sahel. Les groupes suivants illustrent les principaux acteurs et leur rôle dans cette transformation. B. Les acteurs économiques locaux. Les petites unités de transformation, les coopératives féminines et les marchés régionaux réorganisent leurs flux. La réduction de la dépendance aux semences brevetées permet de conserver davantage de valeur à l'intérieur du pays. Les filières émergentes offrent un potentiel encore fragile, mais tangible. Une seconde suggestion s'impose: encourager la création de marchés de niche dédiés aux produits issus des variétés indigènes, afin de stabiliser les revenus dans les régions productrices. Les groupes suivants illustrent les principaux acteurs et leur rôle dans cette transformation. C'est les jeunes générations. Elles se trouvent à l'intersection des savoirs traditionnels et de la modernisation agricole.
L'intégration de l'agriculture indigène dans les programmes scolaires et universitaires renforcerait cette continuité, tout en garantissant la transmission des connaissances. Pour beaucoup de jeunes, la réforme devient ainsi un espace d'engagement et d'apprentissage. Ces trois perspectives montrent que la transformation en cours n'est pas seulement légale ou économique, elle touche la manière dont la société se projette dans l'avenir. La mise en œuvre de la réforme semencière exige une coordination précise entre acteurs locaux, institutions et centres de recherche. Dans cette phase, la présence d'Ibrahim Traoré agit comme point d'orientation politique, mais l'efficacité dépend surtout de la capacité à traduire une vision en procédures concrètes. Les étapes suivantes indiquent les actions à entreprendre pour garantir la réussite de la réforme. 1. Formeur massivement les agriculteurs qui services agricoles locaux, appuyés par des techniciens régionaux. Quoi? Déployer des modules de formation consacrés à la gestion des variétés indigènes, sélection, conservation, rotation des cultures. Quand? Dès la prochaine saison culturale, afin d'éviter un cycle de transition mal préparé. Mesure, nombre d'exploitations adoptant des protocoles variétaux stabilisés après 2 saisons. Les étapes suivantes indiquent les actions à entreprendre pour garantir la réussite de la réforme. 2. Renforcer les infrastructures rurales. Qui? État, coopératives, centres agronomiques. Quoi? Améliorer l'irrigation, moderniser les espaces de stockage, sécuriser les circuits de conservation des semences locales. Quand? Par vagues trimestrielles, en priorité dans les zones les plus touchées par la dégradation des sols. Mesures, réduction des pertes post-récolte et stabilisation des rendements sur semences indigènes. Les étapes suivantes indiquent les actions à entreprendre pour garantir la réussite de la réforme. 3. Structurer des partenariats régionaux. Qui? Burkina Faso, Mali, Niger, Ghana. Quoi? Harmoniser des référentiels variétaux, échanger des données, mutualiser des ressources scientifiques. Quand? À mesure que les réformes nationales progressent. Mesure, nombre de protocoles régionaux adoptés et cohérence des standards. Les étapes suivantes indiquent les actions à entreprendre pour garantir la réussite de la réforme. 4. Intégrer les savoirs dans la formation académique. Qui? Universités, lycées agricoles. Quoi? Inscrire l'agriculture indigène dans les programmes afin de consolider une expertise durable. Quand? Au début de l'année académique suivante. Mesure, taux d'adoption des modules et participation étudiante. Cette feuille de route transforme la réforme portée par Ibrahim Traoré en chantier structuré, mesurable et durable. Le récit entamé dans les villages, celui du cultivateur de Koudigou, retrouvant la stabilité de ses sols, et celui de la coopérative de Wahigouya, rassemblant des semences préservées par les aînés, revient, comme un fil discret qui relie le politique au quotidien. Ces gestes modestes, observés bien avant que la loi ne prenne tout son relief international, montrent que la transformation du Burkina Faso s'enracine dans une continuité culturelle plutôt que dans une rupture soudaine. Ils illustrent comment une réforme législative peut devenir un mouvement intime, porté par celles et ceux qui manipulent les graines, observent la terre et adaptent les cycles saisonniers. Dans cette trajectoire, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un repère narratif, non pas parce qu'elle domine le paysage, mais parce qu'elle donne une cohérence à ses initiatives éparses. Sa défense d'une souveraineté agricole résonne dans les gestes simples, dans les réunions communautaires, dans le soin accordé aux variétés indigènes retrouvées. Le pays ne se contente plus d'appliquer une loi, il réapprend une manière d'habiter son territoire. Cette reconquête silencieuse esquisse une promesse durable.
La terre répond quand on l'écoute vraiment. La réforme burkinabé s'impose aujourd'hui comme un geste à la fois agricole, social et symbolique. Elle ne se résume pas à l'abandon des semences génétiquement modifiées, elle exprime surtout la volonté d'un pays de reprendre la maîtrise d'une ressource essentielle, en reliant savoir ancien et choix politiques contemporains. À mesure que les villages réorganisent leurs pratiques, que les coopératives renforcent leurs inventaires variétaux et que les centres de recherche ajustent leurs méthodes, le Burkina Faso esquisse une trajectoire qui résonne bien au-delà de ses frontières. Cette démarche, observée avec attention dans le Sahel, rappelle qu'une transformation peut naître d'un ensemble de gestes locaux avant de devenir un signal continental. Dans cet élan, la participation de chacun habitant, chercheur, décideur, observateur devient un élément d'ancrage. Une réforme ne s'enracine vraiment que lorsqu'elle trouve un écho dans les pratiques, les récits et les engagements quotidiens. Le mouvement burkinabé montre que cette résonance est déjà en marche, portée par des communautés qui réinventent leurs liens à la terre. Et vous, quelle place accordez-vous à ces gestes qui redessinent l'avenir agricole d'un continent?